Veux-tu retrouver ta concentration, avoir plus de légèreté, plus de direction et plus de contrôle sur ta propre vie? Alors arrête de te disperser en prêtant attention à tout en même temps, et commence plutôt à observer ce qui est en désordre à l'intérieur de toi. Ce n'est pas l'excès de tâches qui t'épuise, mais l'excès de pensées informes, de décisions remises à plus tard et d'émotions mal résolues. L'esprit se remplit comme une pièce en désordre, tu sais que tu dois sortir, mais tu ne trouves pas les clés. Rien ne fonctionne correctement lorsque tout est hors de place. Et les stoïciens le savaient. Ils enseignaient qu'avant d'essayer de changer le monde extérieur, il est nécessaire d'organiser le monde intérieur. C'est pourquoi le premier pas n'est pas de courir davantage, c'est de nettoyer, d'ouvrir de l'espace. C'est apprendre à éliminer le bruit. Un esprit clair est comme un fleuve qui recommence à couler, il emporte ce qui était stagnant et crée du mouvement. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 9 attitudes stoïciennes qui fonctionnent comme un processus de nettoyage intérieur. Elles dissolvent ce qui pèse, organisent ce qui compte et te ramènent à ton centre. Et avant de commencer, fais le premier geste concret. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis la clarté ». Cette simple phrase peut sembler insignifiante, mais c'est comme une porte qui s'ouvre. Car lorsque tu choisis la clarté, tu cesses d'alimenter la confusion. Numéro 1. Éteins les distractions. As-tu remarqué qu'aujourd'hui, il est presque impossible de rester en silence? Même lorsque le corps s'arrête, l'esprit continue de bouger, cherchant à résoudre, à prévoir, à contrôler. Nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous appeler, mais le bruit le plus fort ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Ce sont les pensées qui ne se taisent jamais, les peurs qui reviennent, les comparaisons qui se répètent. Le téléphone n'est que le symptôme visible d'un problème plus profond, un esprit qui a peur de s'arrêter, car s'arrêter signifie ressentir. Les stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle a écrit « Celui qui vit distrait ne peut pas sentir. Celui qui vit distrait de lui-même est loin de tout ce qui importe. » Il ne parlait pas seulement du bruit extérieur, mais de la confusion intérieure, ce besoin constant de rester occupé pour ne pas affronter son propre vide. La distraction est une fuite déguisée en mouvement. Nous fuyons le silence parce qu'il nous montre ce qui doit changer. Nous fuyons le présent parce qu'il exige de la conscience. Nous fuyons nous-mêmes parce qu'être en paix demande un effort. Et c'est pour cela que tu te sens fatigué, même sans avoir fait grand-chose. L'esprit passe son temps à essayer de contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler, à résoudre ce qui n'est pas encore arrivé et à éviter ce que seul le temps pourrait dissoudre. Cette fatigue que tu ressens n'est pas un manque d'énergie, c'est un excès de dispersion. Épictète disait que si tu ne gouvernes pas ton esprit, c'est lui qui te gouverne. Et le monde moderne ne fait que renforcer cela. Il t'apprend à réagir, pas à réfléchir, à remplir le silence, pas à le comprendre. Mais il existe un immense pouvoir dans le fait de faire l'inverse. Lorsque tu choisis de t'arrêter, de respirer et de ne pas répondre immédiatement, tu récupères la maîtrise de ton âme. Le silence que tu évites est le même lieu où naît ta clarté. C'est là que l'excès se dissout et que la vérité apparaît. Réduire les distractions ne signifie pas t'isoler du monde, mais le revoir avec lucidité. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, la présence plutôt que le bruit, la profondeur plutôt que la vitesse. Parce qu'à chaque fois que tu reviens vers toi, le monde recommence à avoir du sens. Voici ta pratique. Aujourd'hui, choisis un moment de ta journée 10 minutes seulement et éteins tout. Musique, notifications, conversation. Reste en silence et observe ce qui se passe en toi. Si une gêne apparaît, ne fuis pas, c'est le son de ton esprit qui revient à la maison. Comme l'a dit le poète Rumi, le silence est le langage de Dieu. Tout le reste est une mauvaise traduction. C'est cet état qui transforme ton attention. C'est le premier entraînement de la pleine conscience. Le premier pas pour récupérer ce que le bruit t'a volé, ta clarté, ton énergie et ta paix. Numéro 2. Reconstruis ta façon de vivre. Tu ne peux pas construire une vie nouvelle avec les mêmes habitudes qui ont créé l'ancienne. L'esprit humain est comme un fleuve, si tu ne changes pas son cours, il continuera de couler par les mêmes chemins qu'avant, même si tu souhaites atteindre une autre mer. La neuroscience confirme ce que les stoïciens savaient déjà depuis des siècles, chaque pensée répétée devient un chemin neuronal. Plus tu l'empruntes, plus il devient automatique. C'est pourquoi changer de vie ne dépend pas uniquement de la volonté, cela consiste à reprogrammer la manière dont ton cerveau réagit, pense et choisit. Cette reprogrammation commence lorsque tu cesses de vivre en pilote automatique et que tu reprends les commandes de ta propre conscience. Sénèque disait, la vie est comme une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de l'interprétation. Cette phrase est un puissant rappel, la grande œuvre de ton existence ne se situe pas sur la scène extérieure, mais dans le personnage que tu choisis d'incarner chaque jour. Et si tu n'as pas conscience de ce choix, ton esprit rejouera simplement l'ancien rôle. Reconstruire ta manière de vivre est un acte de conscience. C'est transformer la routine en rituel, l'habitude en choix, la répétition en croissance.
C'est comprendre que le vrai changement ne vient pas du temps, mais de la direction. Car le temps, à lui seul, ne guérit rien, c'est ce que tu fais à l'intérieur de lui qui guérit. Réfléchis à ceci, chaque décision que tu prends est comme un ordre envoyé à ton cerveau, lui indiquant quel chemin renforcer ou effacer. Chaque fois que tu répètes un comportement qui ne te sert plus, tu renforces ton passé. Mais lorsque tu choisis d'agir différemment, même l'espace d'un instant, tu crées un espace pour qu'un nouvel avenir commence à se former. Il n'existe aucun nouveau départ sans conflit intérieur, car le cerveau préfère toujours ce qui est connu, même lorsque le connu fait souffrir. Voilà pourquoi le changement fatigue, mais c'est aussi pour cela qu'il libère. Le stoïcisme enseigne que grandir, c'est se reconstruire un peu chaque jour, sans attendre des conditions idéales. C'est laisser mourir ce qui a déjà rempli son rôle, le moi qui se sabote, qui procrastine, qui cherche l'approbation avant d'agir. Car le monde ne change pas tant que tu ne changes pas la manière dont tu vis à l'intérieur de lui. Reconstruire, ce n'est pas recommencer à zéro, c'est continuer avec conscience. C'est utiliser ce qui t'a blessé comme matière première, transformer ce qui a échoué en apprentissage et ce qui reste en force. Comme l'a dit Carl Jung, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. C'est exactement cela, choisir consciemment ce qui doit rester et ce qui doit partir. C'est apprendre à vivre sans te répéter. Lorsque tu modifies le sens de tes expériences, ton cerveau modifie la manière dont il réagit au monde. Et c'est ainsi que le passé cesse de te contrôler. Voici ta pratique, choisis un domaine de ta vie et change un petit comportement qui te retient prisonnier. Cela peut être te lever avant l'aube, marcher sans écouteurs, écrire tes pensées, ou simplement briser un cycle que tu reconnais déjà. La taille du geste importe peu, seul compte la conscience. Chaque acte lucide est une nouvelle connexion qui se crée en toi. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de me reconstruire. Car cette phrase n'est pas qu'un symbole, c'est le premier signal que ton esprit reçoit pour reprogrammer sa propre histoire. La vie se renouvelle toujours lorsque tu cesses d'être une conséquence pour devenir une cause. Numéro 3. Fais de la discipline ton allié. Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire, mais tu ne l'as tout simplement pas fait? Tu avais le plan, l'objectif, l'envie, mais il a manqué le passage à l'action. Non pas par paresse, mais parce que ton esprit a appris à confondre confort et bien-être. Nous vivons à une époque qui glorifie la motivation, mais c'est la discipline qui soutient la transformation. La motivation est un feu de paille, intense, mais instable. La discipline, elle, est le feu qui réchauffe même lorsque la volonté s'éteint. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. Épictète disait, « Aucun homme n'est libre tant qu'il n'a pas appris à se maîtriser lui-même. » Voilà la véritable essence de la liberté. Non pas faire tout ce que l'on veut, mais réussir à faire ce que l'on doit, même lorsque l'on n'en a pas envie. La neuroscience l'explique clairement, le cerveau recherche les récompenses immédiates et fuit l'inconfort. Mais la discipline est le pont qui relie le plaisir rapide au résultat durable. Lorsque tu agis malgré l'absence d'envie, ton cerveau apprend une leçon puissante. L'effort aussi peut devenir une source de satisfaction. Ainsi naissent les circuits de la constance. Chaque acte répété avec intention devient une force neuronale. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme de respect. Respect pour ton objectif. Respect pour ta croissance. Respect pour la personne que tu veux devenir. Sans discipline, le temps s'écoule comme du sable entre les doigts, et ce qui reste, c'est le regret. Réfléchis à cela, chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite à toi-même, tu te renforces. Chaque entraînement accompli alors que ton corps voulait se reposer, chaque heure d'étude lorsque le monde t'appelait à la distraction, est une graine plantée dans le sol de la persévérance. Et lorsque les difficultés arriveront, c'est cette récolte qui te soutiendra. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, « Fais ce qui doit être fait, même si cela fait mal, même si cela te semble insignifiant. » La vertu réside dans la fermeté de l'action, non dans l'attente du moment idéal. Voilà le secret, la discipline est silencieuse, mais ses fruits parlent fort. Grâce à elle, tu cesses de te perdre dans tes impulsions et tu avances, pas à pas, jusqu'à ce que le résultat devienne inévitable. Le point de bascule réside dans cette compréhension. La discipline n'est pas une rigidité, c'est de l'amour en pratique. C'est ce qui transforme l'intention en progrès et le désir en accomplissement. Celui qui se discipline ne vit pas sous des règles, il vit sous un dessein. Comme l'écrivait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. C'est cela, l'essence de la discipline. Répéter ce qui est juste jusqu'à ce que cela devienne naturel, jusqu'à ce que la vertu cesse d'être un effort et devienne une identité. C'est ainsi que naît la véritable force, lorsque tu ne dépends plus de ton humeur, mais de ta décision. Fais de la discipline ta plus grande alliée, et ta vie cessera d'exister seulement dans ton esprit pour devenir une réalité faite d'actions concrètes. Numéro 4. Transforme ta vie financière. As-tu déjà eu l'impression de courir sans cesse sans jamais arriver nulle part?
L'argent entre et sort comme s'il avait sa propre volonté, et malgré tous tes efforts, ton solde émotionnel semble toujours négatif. Pourtant, la vérité est simple, ta vie financière est le reflet de ton état intérieur. S'il y a de la confusion en toi, il y aura du désordre autour de toi. Ce n'est pas une question de chiffres, mais de conscience. Tu ne changes pas le solde de ton compte tant que tu ne changes pas le schéma de pensée qui guide tes décisions. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain, disait « N'est pas pauvre celui qui possède peu, mais celui qui désire plus que ce dont il a besoin ». Il comprenait que la véritable richesse ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ta capacité à maîtriser tes désirs. Car lorsque le désir commande, ce n'est plus toi qui dirige ta vie, c'est lui. Le désir devient un maître, et l'argent, un tyran. Tu deviens alors un serviteur attaché par des chaînes invisibles. La majorité des gens n'ont pas un problème d'argent, ils ont un problème de focus. Ils dépensent pour combler des vides, achètent pour remplir des silences, consomment pour fuir leur propre présence. Mais tout ce que tu achètes pour un soulagement momentané vend une partie de ta liberté future. Réfléchis à ceci, chaque dépense inconsciente arrose le terrain de la rareté, tandis que chaque décision sage pose une brique dans les fondations de ton indépendance. Changer de vie financièrement ne commence pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. C'est le moment où tu comprends que la liberté a un prix, la discipline. La pratique stoïcienne est simple, apprends à ordonner ta relation à l'argent comme tu ordonnes ton esprit. Il existe 4 vertus financières, chacune associée à un jour de la semaine. Lundi, apprendre à gagner. Le début, l'élan, le mouvement. Mardi, apprendre à dépenser. Donner une direction consciente à ce qui entre. Mercredi, apprendre à épargner. Créer de l'espace, différer le plaisir immédiat pour une récompense plus grande. Jeudi, apprendre à investir. Faire en sorte que le temps et l'effort travaillent pour toi. Vendredi, récolter le résultat. Ce n'est pas de la chance, mais la conséquence d'avoir bien vécu les jours précédents. À partir de ce moment, l'argent cesse d'être un poids et devient un outil. Tu arrêtes de courir derrière lui et tu commences à marcher à ses côtés. Et lorsque cela arrive, même la simplicité prend de la valeur. Voici ta pratique. Durant les 7 prochains jours, note absolument tout ce qui entre et ce qui sort. Pas pour te juger, mais pour te comprendre. Observe quels achats t'apportent la paix et lesquels t'apportent la culpabilité. Cette simple observation est le début de la liberté, car personne ne change ce qu'il ne voit pas. Comme le disait Benjamin Franklin, celui qui dépense moins qu'il ne gagne est riche. Celui qui dépense plus qu'il ne gagne est pauvre, même s'il vit entouré d'or. C'est une vérité que le temps ne change pas. La prospérité n'est pas une affaire de chance, mais de conscience. L'argent n'est qu'un reflet de la manière dont tu te gères toi-même. Écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de prospérer avec conscience. Car c'est cette décision qui transforme l'argent en liberté. L'abondance ne naît pas du hasard, mais de l'ordre. Et celui qui apprend à s'organiser intérieurement commence, sans même s'en rendre compte, à s'enrichir extérieurement. Numéro 5. Tout ne mérite pas d'entrer dans ton esprit. À l'intérieur de ton esprit, il existe une porte. Par cette porte passe tout ce qui arrive, les paroles des autres, leurs gestes, leurs regards. Pourtant, tout ne mérite pas d'y entrer. Changer ta vie commence par ce que tu laisses passer par cette porte. Si tu laisses entrer des pensées comme « il me déteste », elle ne fait que se plaindre, cette journée est un désastre, ton monde intérieur s'assombrit. Mais si tu choisis de penser « je peux m'améliorer », peut-être qu'elle est juste fatiguée, tout se transforme. Le même fait peut créer 2 réalités complètement différentes, car ce ne sont pas les événements qui te perturbent, mais le sens que tu leur donnes. Lorsque cette porte est rouillée par l'orgueil, la colère ou l'insécurité, elle s'ouvre à ce qui te détruit et se ferme à ce qui te guérit. Tu commences alors à voir une menace là où il y a de l'affection, du mépris là où il y a simplement du doute, et du rejet là où il y a de l'amour. Combien de fois ta journée a-t-elle été gâchée pour quelque chose de minuscule? Combien de conversations se sont transformées en disputes à cause de malentendus? Combien de fois t'es-tu éloigné de quelqu'un qui essayait simplement de t'aider? Mal juger, c'est ouvrir la mauvaise porte. C'est réagir avant de comprendre, répondre sans réfléchir. Et le prix est élevé. Tu perds ton énergie, ta confiance, ton temps, et parfois même des personnes qui t'aiment vraiment. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Et Marc Aurèle ajoutait, si quelque chose d'extérieur t'afflige, le problème vient de ton interprétation, et tu peux la changer à tout moment. Ce ne sont pas de jolies phrases, mais des outils. Apprendre à maîtriser son jugement, c'est apprendre à protéger la porte de son esprit. Le monde reste le même, mais ce que tu laisses entrer peut transformer totalement ta vie intérieure. Voici ton défi. Dans les prochains jours, observe attentivement ce que tu laisses passer. Lorsque quelque chose t'irrite, demande-toi. Est-ce que cela mérite de passer par ma porte? Si la réponse est non, ferme-la.
respire. Et choisis une nouvelle interprétation. L'esprit est comme une maison, si tu laisses entrer n'importe quoi, tu perds rapidement la paix. Mais si tu apprends à protéger cette porte, tout change autour de toi, l'atmosphère, l'énergie, et même ta vision du monde. Ton engagement. Écris en commentaire, je choisis ce que je laisse entrer. Ce n'est pas qu'un slogan. C'est un rappel puissant, ta paix commence exactement au moment où tu décides ce que ton esprit autorise à franchir sa porte. Ne laisse pas non plus trop de place à l'opinion des autres. As-tu remarqué à quel point ta vie est guidée par la peur de ce que les autres pourraient penser? Ce peur agit comme une chaîne invisible. Ne la regarde pas, tu ne la vois peut-être pas, mais elle t'attache. Elle t'empêche d'agir, d'essayer, de montrer qui tu es vraiment. Combien de fois as-tu laissé un rêve en suspens simplement parce que quelqu'un pourrait te juger? Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas déplaire? Ou n'as-tu pas fait preuve d'enthousiasme pour éviter la critique? Peu à peu, tu te façonnes selon ce que les autres attendent de toi et tu finis par ne plus rentrer en toi-même. Et le plus curieux, c'est que souvent ces autres n'existent même pas. C'est une voix imaginaire, une critique que tu as inventée. Pourtant tu baisses la tête, tu recules, tu te sabotes. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre la vie que les autres croient que tu devrais vivre, et non celle pour laquelle tu es né. Marc Aurèle disait, c'est une folie de souffrir à cause de l'opinion de ceux qui ne savent même pas ce qu'est le bien ou le mal. Il avait raison. Celui qui vit à la recherche d'approbation est toujours à genoux, même s'il paraît fort. À l'extérieur, il peut sourire. À l'intérieur, il est épuisé et rien ne pèse plus que la peur de décevoir autrui. Et ne te leurront pas, les gens parleront toujours. Si tu tentes quelque chose de nouveau, on te traitera de FOU. Et si tu te tais, on dira que tu t'es éloigné. Si tu partages tes réussites, on t'accusera d'orgueil. Et si tu fais une erreur, on rira. Autrement dit, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours un jugement. Alors dis-moi, vas-tu continuer d'être otage de cela? L'opinion d'autrui n'est pas une sentence, elle ne te définit pas et n'oblitère pas ce que tu peux devenir. Les stoïciens enseignaient que la seule opinion qui compte est celle de ta propre conscience. Car, au bout de la journée, c'est contre elle que tu poses ta tête. Tu n'as pas besoin d'être rebelle pour être libre. Tu dois simplement être authentique. Cesser de te mentir pour entrer dans de petites cases. Tu te souviens de ce projet que tu as mis de côté? Ce cours que tu as repoussé? Cette idée que tu as cachée par peur du ridicule? Tout cela, c'est ta vie qui attend que tu cesses de demander la permission pour exister. Sénèque disait que le fait d'être méprisé parce qu'on ne plaît pas est un prix à payer pour la liberté. Être critiqué par certaines personnes peut être la preuve que tu avances sur le chemin du courage et de l'authenticité. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu dois seulement être fidèle à toi-même. Car celui qui vit pour plaire à tous se hait en silence. Et celui qui a le courage d'être authentique peut ne pas être compris, mais il se respecte. Pratique pour les 7 prochains jours. Observe combien de décisions tu prends pour plaire aux autres. À chaque fois, demande-toi, est-ce ce que je veux, ou ce qu'on attend de moi? La réponse te montrera où commence ta liberté. Numéro 6. Contrôle de l'irritation et autonomie intérieure. Contrôle ton niveau d'irritation. L'irritation n'est pas une malchance, c'est un signe de désalignement interne. Lorsque ta marge de tolérance se réduit, n'importe quelle contrariété mineure, mauvaise nuit, agenda surchargé, attente rigide, trop d'objectifs dans une seule journée vient s'accumuler en couches invisibles. Rien de tout cela n'explose tout seul, mais tout augmente les frottements. Ainsi, un petit imprévu n'est plus simplement un imprévu. C'est le déclencheur qui révèle un système déjà à la limite. Pense avec clarté. Irritation égale réalité, attente rigide. Plus tu recherches un contrôle absolu, plus tu deviens vulnérable. Plus tu es flexible, plus tu gagnes d'espace intérieur. Les stoïciens appelaient cela l'autodiscipline. Ce n'est pas s'endurcir, mais élargir l'écart entre ce qui se passe et ce que tu choisis d'en faire. Maîtriser l'irritation et prendre soin de soi. Sénèque avertissait que la colère semble être de la force, mais qu'elle n'est en réalité qu'une faiblesse déguisée. Elle te donne de la rapidité, mais te vole la direction. Tu gagnes la discussion, mais tu perds la journée. Marc Aurèle rappelait, quand quelqu'un t'irrite, souviens-toi de tes propres fautes. Ce simple souvenir fait tomber l'ego et ramène le calme. L'humilité est l'antidote à l'irritation. Traite ton irritation comme un bouton de volume, pas comme un interrupteur. Tu n'as pas besoin de l'éteindre, seulement d'en baisser le niveau. Et cela se fait avant le conflit. En dormant mieux, en refusant les excès, en répartissant mieux les tâches du jour, en acceptant que certaines choses ne seront jamais sous ton contrôle. Lorsque le frottement survient, utilise la règle des 3 P. Pause, 3 respirations lentes, le corps se calme et l'esprit revient. Puis questionne, est-ce que cela comptera dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 mois? Si la réponse est non, relâche. Enfin, procède. Réponds uniquement à l'essentiel, au volume le plus bas possible. Et si la réponse peut attendre, c'est encore mieux. Le temps est un conseiller qui ne crie jamais. Souviens-toi, l'irritation est une double perte, de paix et de pouvoir. Celui qui contrôle son état contrôle ses attitudes, ses décisions et son énergie. Et la véritable maîtrise n'est pas de réduire l'autre au silence, mais de ne pas se vendre à bas prix devant la moindre provocation.
Le défi stoïcien de cette leçon consiste, pendant les 7 prochains jours, à t'engager à élargir ton propre espace intérieur, dormir mieux, manger simplement, prendre une pause de 10 minutes sans écran, choisir une conversation difficile mais au ton le plus bas possible, et prendre une décision retardée après 24 heures lorsque tu sens un pic d'irritation. Note ensuite, en une seule ligne, ce qui m'a irrité fois ce qui importait vraiment. Tu verras que presque toujours, il ne s'agissait que d'un frottement, pas d'une priorité. La paix n'est pas absence, c'est présence de maîtrise. Et celui qui apprend à baisser le volume en lui n'est plus envahi par ce qui vient de l'extérieur. Numéro 7. Prends soin de toi avant de vouloir prendre soin du monde. Depuis l'enfance, on t'a peut-être enseigné que penser à toi est de l'égoïsme, que le bien consiste à aider, à plaire, à toujours être disponible. Mais il existe une frontière silencieuse. Lorsque tu la franchis, le don de soi se transforme en épuisement. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que la vraie force naît de l'ordre intérieur. Tenter de réparer le monde avant de te réparer toi-même, c'est comme essayer de sécher le sol alors que le robinet reste ouvert. Sans soin personnel, ce qui n'est pas générosité, c'est fatigue. Lorsque tu te donnes sans équilibre, tu commences à aider avec ressentiment, à attendre la reconnaissance, à sourire extérieurement alors que tu te vides intérieurement. L'idée est simple, tu ne répares pas un toit si les fondations sont fissurées. Tu n'éclaires personne si tu vis éteint. Et tu ne peux sauver quelqu'un de la tempête si tu apprends encore à nager. Marc Aurèle l'avait compris. Avant de gouverner Rome, il écrivait pour lui-même, « Domine ton esprit et tu domineras l'empire ». Cette phrase révèle l'essence même du véritable pouvoir. L'autocontrôle est le point de départ de tout leadership, de toute relation, de toute vie qui souhaite avoir un impact réel. Simone de Beauvoir écrivait, « La manière la plus efficace de changer le monde est de commencer par soi-même ». C'est exactement cela. Prendre soin de toi est ton premier acte de responsabilité envers l'ensemble. Tu te réorganises intérieurement pour ne plus répandre du chaos à l'extérieur. Prends donc soin de ce qui te soutient, le sommeil, le silence, les limites, la présence. Les limites ne sont pas des murs d'égoïsme, ce sont des clôtures de protection. Se reposer n'est pas abandonner, c'est restaurer la force. Dire « non » lorsque c'est nécessaire est parfois le « oui » le plus honnête envers ta santé mentale. Tu veux inspirer les autres? Vis avec cohérence. Tu veux transformer le monde? Fais-le à partir de ton propre équilibre. Car celui qui s'abandonne pour plaire au monde finit par devenir une partie du désordre qu'il voulait guérir. Pendant les prochains jours, observe combien de fois tu te mets en dernier. Et à chaque fois, demande-toi, est-ce de la générosité ou une fuite de moi-même? Cette question simple marque le début d'une réconciliation profonde avec ce qui te maintient debout. Enfin, écris ceci, aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi en premier. Cette phrase est le début d'une manière nouvelle de vivre, plus équilibrée, plus lucide, plus réelle. Numéro 8. L'action est la meilleure réponse. Trop penser, c'est comme tourner en rond dans un labyrinthe que tu as toi-même construit. À chaque détour, tu crois être proche de la sortie, mais en réalité tu restes au même endroit, fatigué, anxieux et avec cette sensation constante qu'il te manque quelque chose. Tu n'es pas bloqué par manque de capacité, mais par excès d'analyse. L'esprit veut des certitudes avant d'agir, mais la vie ne les offre qu'après le mouvement. Les stoïciens appelaient cela la paralysie de la raison, une forme de sagesse qui réfléchit tellement qu'elle oublie de vivre. Sénèque disait que la peur de la douleur est pire que la douleur elle-même. C'est cette peur qui maintient tant de gens immobiles, attendant le moment idéal, le scénario parfait, la motivation magique. Mais le monde réel ne récompense pas les intentions, il récompense les actions. Les idées ne changent pas les vies, ce sont les attitudes qui les transforment. Le doute grandit dans le vide que laisse l'inertie. Lorsque tu n'agis pas, tu crées de l'espace pour que l'insécurité se multiplie. L'anxiété est fille de l'immobilité. Plus tu attends, plus ton esprit invente des raisons pour ne pas commencer. Et la pensée devient une prison, élégante, logique, mais une prison quand même. Marc Aurèle allait droit au but, arrête de parler de ce que devrait être un homme de bien. Deviens-le. En d'autres termes, cesse de répéter mentalement ta vie. Agis, même sans envie, même sans clarté totale, car c'est l'action qui crée la clarté. Le premier pas éclaire le second. Le mouvement est l'antidote à la confusion. La procrastination se déguise souvent en perfectionnisme. Tu te convaincs que tu dois encore planifier, étudier, te préparer davantage. Mais au fond, c'est la peur d'échouer, d'être jugé, de commencer et de découvrir que tu ne sais pas tout. Voici pourtant le paradoxe, l'apprentissage n'existe que sur le champ de bataille. L'erreur fait partie de l'entraînement. Celui qui fuit l'erreur fuit aussi le progrès. Les stoïciens n'attendaient pas la motivation pour agir. Ils faisaient ce qu'il fallait faire, et le sentiment venait après. Ainsi naît la discipline, non pas de l'enthousiasme, mais de la répétition consciente. L'action règle l'état intérieur. Tu n'agis pas parce que tu te sens bien,
tu te sens bien parce que tu agis. Alors observe ta vie. Combien de décisions attendent un courage qui n'arrivera pas tout seul? Combien de plans as-tu fait, refait et reporté, sans comprendre que le doute ne se dissout qu'après le premier pas? L'action est le pont entre l'intention et le résultat. Sans elle, tout ce que tu sais n'est que poids mort. La connaissance sans pratique, c'est comme une épée dans son fourreau, elle semble puissante, mais ne change rien. Le mouvement guérit, réorganise l'esprit, dissout la peur et redonne une direction. Tu n'as pas besoin de courir, tu as seulement besoin d'avancer. Un petit pas chaque jour vaut mieux que 1000 idées immobiles. Arrête donc d'attendre le moment parfait. Agis maintenant, envoie le message, fais l'entraînement, écris le premier paragraphe, organise ce qui doit être fait. Comme le disait Goethe, quel que soit ton rêve ou ton projet, commence maintenant. L'audace renferme en elle pouvoir, génie et magie. Numéro 9. Laisse les soucis, apprends à faire confiance. L'inquiétude est une tentative déguisée de contrôle. Tu crois que trop penser est une manière de te préparer, mais en réalité, ce n'est qu'une façon plus élégante de t'épuiser. Combien de fois as-tu perdu ton énergie à essayer de résoudre ce qui n'est même pas encore arrivé? Tu planifies, tu calcules, tu anticipes tous les scénarios, et lorsque quelque chose sort du cadre prévu, tu as l'impression que l'univers t'a trahi. Pourtant, la vérité est simple, le contrôle total est une illusion coûteuse. Les stoïciens appelaient cela amor fati, l'amour du destin. Épictète disait, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette phrase paraît évidente, jusqu'à ce que tu réalises que la plupart de ce qui t'empêche de dormir se trouve du mauvais côté de cette équation. Ce qui te détruit, ce n'est pas le problème en lui-même, mais ta résistance à accepter qu'il fait partie de ton chemin. L'esprit anxieux a un vice, croire que penser suffisamment évitera la douleur. Mais trop penser, c'est marcher en rond en cherchant la sortie. Plus tu marches, plus tu te perds. L'inquiétude, c'est exactement cela, du mouvement sans direction. Sénèque nous rappelait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Et il avait raison, la souffrance n'est des hypothèses, pas des faits. Lorsque tu essaies de tout contrôler, tu perds la capacité de faire confiance au processus. C'est comme serrer trop fort une corde, tu te blesses et tu ne tiens rien. Faire confiance n'est pas abandonner. C'est agir avec conscience et relâcher ce qui n'est plus entre tes mains. C'est comprendre que le monde n'a pas besoin de ta tension, mais de ta présence lucide. Marc Aurèle écrivait, « Accepte ce que le destin t'apporte et aime ceux avec qui le destin t'a uni. » C'est la sérénité de ceux qui ont appris à participer à la vie sans se laisser emprisonner par elle, à avancer sans se soumettre, à accueillir sans s'attacher. Laisser les inquiétudes n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est reconnaître que la peur ne prépare pas, elle paralyse. Entraîne la confiance comme un muscle silencieux. Commence par observer chaque fois que ton esprit veut contrôler l'incontrôlable. Respire avant de réagir. Le temps est un antidote contre l'anxiété. Puis lâche ce qui t'échappe, non pas comme quelqu'un qui renonce, mais comme quelqu'un qui comprend le rythme de la vie. La confiance est l'opposé de l'attention. Tandis que le contrôle t'épuise, la confiance te soutient. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir, mais d'agir sans te perdre dans les attentes. C'est marcher léger, même sans connaître la destination. Comme l'écrivait Sénèque, le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui résiste. Fais confiance, non parce que tout est garanti, mais parce que tu as déjà en toi ce qu'il faut pour affronter ce qui viendra. L'esprit en paix n'est pas celui qui contrôle l'avenir, mais celui qui est pleinement présent. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette réflexion t'a permis de voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ensemble, nous continuons à réfléchir, grandir et construire une force intérieure solide.